Voilà, nous sommes aux entretiens de la pleine lune. Nous allons parler de Gourgoubès, on va parler du théâtre de la pleine lune, on va parler beaucoup aujourd'hui astronomie parce que j'ai le plaisir de recevoir Daniel Kunt. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment François, ça va? bonjour. Et Daniel est astrophysicien, il est chercheur émérite au CNRS, il fait partie de l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors Daniel, finalement, qu'est-ce que tu observes dans le ciel? Qu'est-ce que tu cherches dans le ciel? Alors, j'ai eu un fil conducteur, je continue à le poursuivre, qui était l'étude des galaxies. Les galaxies, ce sont ces grands ensembles de milliards d'étoiles dont nous faisons partie, puisque nous sommes dans la Voie lactée. La Voie lactée, c'est une galaxie parmi des milliards d'autres. D'accord. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est d'où viennent-elles, comment évoluent-elles, à partir de quel moment dans l'histoire de l'univers les premières galaxies sont-elles apparues. Voilà, ça a été le fil conducteur de tout mon travail depuis une quarantaine d'années. Et pour cela, eh bien, évidemment, il faut faire des choix. Et moi, je me suis intéressé particulièrement aux petites galaxies, les toutes petites. Et puis, il faut aussi des moyens. Alors parmi les moyens, il y a des eh bien, il y a les outils. Voilà. Et cet outil-là qui est là, c'est un télescope extraordinaire, fabuleux, qui est un télescope qui est installé au Chili, au Mont Paranal, qui s'appelle le VLT, Very Large Telescope. D'accord, dans le désert d'Atacama. Dans le désert d'Atacama, c'est un endroit magique qui fait rêver, qui est un endroit très peu de monde. Il y a quelques villages d'Indiens un petit peu disséminés à droite à gauche, mais c'est surtout important pour l'obscurité de l'ennemi et la permanence du beau temps qu'on y trouve. Et la qualité des images que l'on reçoit. Donc ça, là, j'ai observé, j'ai fait des images, des clichés de galaxies les plus petites possibles, puisque je m'intéressais à ces galaxies-là. Et là, ont l'air de ressembler, je ne sais pas, à des bactéries, mais en fait, ce sont des galaxies. Dans chacune d'entre elles, il y en a 4, qui sont à peu près situées à la même distance par rapport à nous, c'est-à-dire à des millions d'années-lumière. Donc ça veut dire que la lumière met des millions d'années pour arriver jusque-là. Eh bien, en analysant le centre, les parties extérieures, eh bien, on s'aperçoit que dans ces galaxies, de nouvelles étoiles apparaissent tous les jours presque, et ça nous permet de comprendre eh bien, comment sont apparues les galaxies les plus vieilles, dont la Voie lactée, qui est beaucoup plus vieille que ces galaxies-là. Voilà, ça c'était un peu le fil conducteur de mon travail. Vous voyez, là, vous avez des images numériques. Il faut ensuite les traduire par ordinateur. Et ce que l'on voit là, les parties blanches et noires, c'est alternativement les coupes dans le profil de lumière, un peu comme les courbes de niveau qui vous permettent de savoir si vous êtes haut dans une montagne ou tout en bas. Voilà, ça c'était mon travail. Ça continue à être mon travail. Et il y a un autre outil qui est tout à fait important, là je n'ai pas l'image, mais tout le monde connaît, je crois, le télescope spatial, le fameux télescope spatial Hubble, avec lequel je continue à travailler régulièrement avec des collègues. Et là, évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir travailler dans des lumières que l'on ne voit pas, qui n'arrivent pas au sol, et en particulier l'ultraviolet. Heureusement que notre atmosphère nous protège de l'ultraviolet, sinon on aurait des cancers de la peau sans arrêt. Mais l'ultraviolet, c'est intéressant parce que ça permet, là ce sont des fausses couleurs, ce sont des traductions visibles à l'œil, ça permet d'accéder aux étoiles les plus massives, qui durent pas très longtemps, mais qui sont intéressantes parce que elles conditionnent l'évolution chimique, voilà, le changement de morphologie de ces petites galaxies. Alors voilà, donc c'est ça leur importance. Ce sont disons, on utilise le terme de building blocks, c'est-à-dire ce sont les briques élémentaires qui permettent de comprendre ce que sont les grandes structures dans le monde contemporain que l'on voit autour de nous. Parce que, évidemment, tout repose sur l'idée que l'univers a évolué. Il y a 14 milliards d'années, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. À l'époque, il n'y a pas grand-chose. Pas de vaches, pas de structure, pas de maison, rien. Et petit à petit, eh bien, on voit apparaître les premières étoiles, les étoiles se rassemblent, on voit apparaître des structures de plus en plus complexes. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la Voie lactée, c'est quand même tout à fait autre chose. Et au tout début, on a de l'hydrogène, et à la fin, maintenant, on a du fer, du carbone, etc. Et nous sommes faits nous-mêmes de carbone, et de molécules. Et donc, c'est grâce aux étoiles. Voilà. Donc l'enjeu, c'est de rapprocher finalement l'infiniment grand de l'infiniment petit.
Oui, et puis, de se poser la question de l'origine. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Après tout, quel lien on a avec les étoiles, avec l'univers? Et voilà, donc c'est tous ces enjeux-là, finalement. Et où allons-nous aussi? Que devient l'univers dans 10 millions d'années, 10 milliards, 100 milliards? Voilà. Et, vous voyez, là, vous avez un autre outil, c'est la spectroscopie. Là, c'est une des galaxies que j'avais découverte. Et encore faut-il analyser la lumière que l'on reçoit. Alors, il y a une méthode qui consiste à faire un spectre, c'est-à-dire d'étaler la lumière en fonction des longueurs d'onde. Là, vous avez ici... Alors, vous avez des pics lumineux, et puis vous avez un petit peu de lumière partout. Là, de ce côté-là, on est du côté de l'ultraviolet, et à droite, on est plutôt dans le rouge. Voilà. Et la lumière du soleil aussi. La lumière du soleil, vous pouvez l'étaler, et vous verrez qu'il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert. Même si, quand on regarde on a l'impression d'une constance. On a l'impression que c'est une lumière assez blanche, quand même. Hein, voilà. Là, par exemple, toujours ce qui est intéressant pour nous, c'est de faire le lien entre ce qui est proche et ce qui est loin. Cette image-là, c'est une image très profonde. Profonde, je veux dire par là qu'un télescope comme le télescope spatial Hubble a observé cette région du ciel pendant 120 heures. Ça, c'est Hubble qui a pris cette image. Ouais. D'accord. Pendant 120 heures. Vous imaginez votre appareil photo pendant 120 heures, c'est une pause terrible. Bon. Donc 120 heures, un télescope qui fait un écran, enfin, un appareil photo dont le miroir ferait 2,40 m, qui pose pendant 120 heures, c'est quand même quelque chose. Et cette partie-là du ciel, ça correspond à ce que l'on voit à travers le chat d'une aiguille tendue à bout de bras. Toute petite région du ciel, minuscule. Et pourtant, vous avez des structures, des choses qui sont évidemment très, très, très distantes de nous et qui nous permettent de comprendre, de remonter aux origines. Voilà. Ça fait partie aussi du fil conducteur. Alors, donc, vous observez les étoiles et qu'est-ce qui vous a amené à Gourgoubès un jour à découvrir cet endroit ou à participer à cette vie de Gourgoubès? Comment ça s'est passé? D'abord, ça a été la nuit des étoiles. J'ai fait une petite parenthèse dans ma carrière d'astronome, observateur, essentiellement, aussi interprétant les images. Je me suis dit, mais ces connaissances qu'on accumule, il faut quand même les partager. Voilà. Un des moyens de les partager, c'est s'adresser au public, aux enfants, aux personnes qui regardent le ciel et qui se posent à peu près les mêmes questions, finalement. Et donc, on a, avec Antenne 2 à l'époque, on a pensé créer un événement au mois d'août, et qu'on avait intitulé à l'époque Nuit des étoiles filantes, parce qu'on avait choisi comme date la date autour de la Saint-Laurent. Hein. C'est le 12 août, où il y a effectivement des étoiles filantes qui viennent des Perséides. On appelle ça les Perséides, ce phénomène. Et c'est un phénomène que tout le monde peut regarder, peut observer. Donc on se dit, voilà, on pourra inviter les gens à se réapproprier ce qu'ils ont déjà, c'est-à-dire le ciel, qui est gratuit en plus. Et puis, à partir de là, eh bien, parler du ciel, des enjeux, de faire se rencontrer le public avec les astronomes, que ce soit des astronomes amateurs d'ailleurs, ou des astronomes professionnels. Et évidemment, la télévision était ravie de participer à cette opération. C'était même le fer de lance, d'une certaine manière, parce qu'elle a rassemblé toutes ces énergies. Et comme lieu de tournage, eh bien, a été choisi ce théâtre de la pleine lune, situé au sud de la France. On s'est dit, bon, on va avoir quand même plus de chances d'avoir beau temps, même au mois d'août, dans cette région-là que partout ailleurs. Et c'est là que Gourgoubès nous a accueillis, que le plateau, la régie d'Antenne 2 a dressé ce plateau dans cet endroit-là. Donc là, vous avez découvert un endroit atypique. Oui, complètement magique pour moi. C'était magnifique d'ailleurs parce qu'on a à la fois l'impression qu'on rentre dans un lieu très ancien, parce que vous avez des dalles, et ça ressemble un peu à un amphithéâtre romain, et puis tout autour se dressent des capteurs qui sont qu'on peut peut-être voir, j'espère, oui. Voilà, oui, attention, je reviens. Voilà. Des capteurs dont le but est de capter la lumière, évidemment, non pas la lumière du soleil, mais la lumière de la Lune, parce que quand même, il n'y a pas beaucoup de lumière, la Lune. Enfin, encore qu'on peut se déplacer facilement à la lumière de la Lune, mais là, il faut éclairer une scène. Donc tous ces capteurs sont destinés à éclairer une scène, et c'est sur cette scène-là que, vous voyez, on voit d'ailleurs le théâtre antique, là, qui permettait d'accueillir les spectateurs qui étaient là autour du décor. Et puis nous étions au milieu.
Je crois qu'il y a une image peut-être après. Non, elle était avant. Non. Ouais, Voilà. elle était là. Voilà. Ouais. Et donc c'est au centre que la télévision a installé donc tout ce matériel permettant sur le plateau, de discuter, de parler, d'évoquer le ciel. Et donc, vous êtes quelqu'un qui aime bien croiser aussi l'astrophysique ou l'astronomie avec d'autres disciplines, parce que finalement, au fond, regarder le ciel, c'est aussi se poser beaucoup de questions. Des questions qui sont scientifiques, mais aussi des questions qui qui peuvent être symboliques, artistiques, d'ordre différent. Que représente justement Gourgoubès par rapport à cette démarche? Bien, on retrouve, d'abord c'est un lieu de théâtre d'une certaine façon. Le théâtre, ça invite la littérature, la poésie. Et donc c'est pour ça que ça centralise tous ces regards, toutes ces réflexions. Par exemple, Edgar Poe a été, dans son ouvrage Eureka, il parle de ça, des voyages possibles. Méliès aussi, quand il fait du cinéma, il voyage sur la Lune. La pluralité des mondes, enfin, c'est Fontenelle. Vous avez tout le temps, à toutes les époques, Vinci aussi, Léonard de Vinci, vous avez à toutes les époques une réflexion autour du ciel. Est-ce que le ciel est habité? Sommes-nous seuls? Et des voyages sur la Lune, Cyrano de Bergerac. Donc vraiment, c'est la Lune, l'astronomie, le ciel, c'est quelque chose qui convoque sans arrêt, qui se croise avec la poésie, la religion et la science. Il y a ce croisement. Donc pour moi, c'était important, je crois, dans l'esprit de tout le monde. Et d'ailleurs, la première nuit des étoiles, nous avons eu à cœur, effectivement, de tricoter un petit peu tous ces aspects, parce qu'il y avait des artistes qui étaient invités. Il y a eu, je me souviens plus très bien maintenant, ça fait longtemps quand même, mais ce qui avait été fait, mais je crois que d'ailleurs l'émission durait 4 heures ou 5 heures. Oui. Ça commence à 8h30, ça finit à 1h du matin. Et il y avait entre les périodes où on parlait de science, il y avait effectivement des moments un petit peu plus artistiques ou de poésie. Et la deuxième année, c'était sur Saturne. Je me souviens par exemple qu'une séquence où on a projeté le moment où Georges Brassens chante sa chanson Saturne. On l'avait passé en noir et blanc d'ailleurs pour que les gens voient bien que c'était une image d'archive. Non, je crois que c'est essentiel. Moi, je n'arrête pas dans mon travail quotidien d'essayer d'évoquer, de rencontrer des artistes et de peut-être de susciter des œuvres ou d'avoir des débats et de retrouver mes sources personnelles dans l'art. Regardez, quand on prend cette étoile de Vermeer, l'astronome de Vermeer, on voit bien que lorsque la science dit quelque chose sur le ciel, les artistes eux-mêmes ne pensent plus de la même façon, ne dessinent plus de la même façon, traduisent les choses à leur manière. Il y a eu une exposition Stardust qui a été qu'on a pu voir au Macval. C'était passionnant de voir comment les artistes comme Monori, comme Monino, Parmigiani, tous ces gens-là ont regardé, examiné le ciel, ou Auguste Dormeuil, par exemple, qui représente le ciel un jour avant Hiroshima, par exemple. Voilà, donc ça fait réfléchir aussi. Tout à fait. Voilà. Et donc, Gourgoubès, ce théâtre de la pleine lune, pour vous, la Lune, c'est un petit peu la banlieue de la Terre, pour vous qui regardez les galaxies, mais pourtant, c'est quelque chose cette Lune qui est chargée de tout un imaginaire, de toute une poésie. Bien sûr. Et donc, après la nuit des étoiles, qu'est-ce que vous avez gardé comme contact avec Gourgoubès, quel intérêt ça a pour vous aujourd'hui? Pour moi, ça a l'intérêt d'abord d'alimenter cet imaginaire-là. Parce que la Lune, comme vous l'avez dit, il y a une symbolique très importante. La féminité, le féminin, parce que c'est changeant. Pas parce que les femmes sont plus changeantes que les hommes, mais pour les anciens, on voyait bien que la forme changeait. Donc c'était lié à la fécondité, à la fertilité. Voilà. Donc il y a des représentations dans toutes les cultures. Donc il est possible à Gourgoubès, effectivement, de représenter toutes les œuvres qui sont liées de près ou de loin à la Lune. Et puis aussi parce que
la Lune a une importance pour nous, même pour les astronomes, pour les scientifiques, parce que la Lune, quand on se pose la question de savoir pourquoi la vie est venue sur Terre, eh bien, il y a des scientifiques qui invoquent la Lune, parce que la Lune aurait stabilisé l'orbite de la Terre. Vous savez que la Terre, l'axe de rotation de la Terre est légèrement incliné de 23 degrés sur son orbite, ce qui permet l'alternance des saisons, évidemment, parce que de temps en temps, c'est plutôt l'hémisphère nord qui voit plus de soleil, de temps en temps, c'est l'hémisphère sud, et donc ça permet de comprendre l'alternance des saisons. Mais cet axe, il est relativement fixe autour de sa rotation autour du soleil. Si la Lune n'était pas là, eh bien, ça serait comme une toupie, ça bougerait sans arrêt. L'obliquité de la Lune serait sans arrêt instable. Alors on imagine les conséquences que ça aurait pu avoir sur la vie sur Terre. Peut-être qu'on serait adapté. Mais enfin, on passerait son temps à... on se plaint du réchauffement climatique, mais là, ça serait sans arrêt. On serait sans arrêt en train de passer d'un univers extrêmement froid, une Terre glacée, une Terre hyper chaude. Et donc voilà. Donc la Lune a cet intérêt-là. En plus, on rentre maintenant dans une période spatiale où on se dit... la Terre, c'est le berceau de l'humanité. On reste jamais tout le temps dans son berceau. Donc on va peut-être penser à aller voir ce qui se passe à côté. On a commencé. Aldrin est venu sur le plateau de Goroubès et ça a été un grand moment. On a eu aussi Aldrin qui est le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. Merci de le rappeler, mais effectivement, c'est le deuxième homme. Voilà, donc il y a eu des hommes qui sont montés. Et il y a eu aussi le spatial, ça a joué un rôle, puisque Niré est venu, Claudie Niré est venu sur le plateau non pas de Goroubès, mais sur le plateau de Goroubès, je crois que c'était Niré, son époux, qui avait été invité. Voilà. Et donc, la Lune, ça va être important parce que probablement, les Chinois maintenant s'y intéressent, et on va pouvoir d'abord visiter le côté qui est caché, et on va pouvoir y installer des bases qui vont permettre soit d'explorer la Lune pour ce qu'elle est, se rendre compte si la Lune a été arrachée à la Terre ou pas, enfin il y a plein de choses, plein d'enjeux, mais aussi une base intermédiaire qui permettra ensuite de faire le grand saut pour aller explorer Mars. D'accord. Voilà, et là, cette image me plaît beaucoup parce qu'on voit bien le rôle que la Lune a pu jouer. C'est une des premières images qui a été vue par Galilée, où il voit tout de suite que la Lune n'est pas cette espèce d'univers parfait à laquelle se référait Platon, mais c'est au contraire quelque chose de bosselé, de rugueux, qui ressemble plus à la Terre que partout ailleurs. Et donc il voit ça, il estime à peu près les dimensions des cratères, les dimensions des montagnes, et puis il voit aussi Jupiter. Là, vous avez une occultation de Jupiter par la Lune. Cet astre décuplé pour montrer finalement la Terre, le théâtre des hommes, tout ça. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Moi, ça évoque justement ce lien permanent qu'il y a entre le ciel et nous. On est toujours ramené à... Le ciel nous rend peut-être des services. Là, effectivement, la Lune nous en rend. Mais c'est vrai que c'est une poésie incroyable, je trouve. Et surtout que là, vous avez une sorte de multiplication d'images qui est absolument étonnante. Ce que je trouve beau, moi, c'est que la Lune, elle restitue d'une certaine façon la lumière du soleil, puisque c'est un reflet. Tout à fait. Il y a d'ailleurs, quand on regarde la Lune, il y a le reflet de l'altère sur la Lune qui permet de voir la partie obscure, c'est ce qu'on appelle la lumière cendrée. Donc tous ces regards, moi, ça m'intéresse, parce qu'on les retrouve en raccourci, comme dirait Brassens. Et non, je trouve ça moi, tout à fait fascinant. Et là, on revient vers Gourgoubès vue du ciel. Qu'est-ce que, aujourd'hui, quel est votre avis sur l'avenir de Gourgoubès, sur ce que représente Gourgoubès et de la manière dont il peut se déployer dans ce futur? Gourgoubès est aujourd'hui en danger par rapport à son existence telle qu'elle a été ces 30 dernières années. Mais aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que ça évoque pour le futur? Qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça? Alors, vous savez, la Lune, vous me parliez de la Lune tout à l'heure, que ça évoque pour moi. C'est vrai que la plupart du temps, pour moi, la Lune, c'était plutôt une lumière parasite. La plupart des astronomes, quand ils vont observer dans les endroits les plus obscurs de la Terre,
comme par exemple le Chili, parce qu'il n'y a pas de lumière des villes, justement, il n'y a pas de village, il n'y a rien. Eh bien, de préférence, on essaye d'observer les galaxies, je vous les ai montrées, les galaxies les plus éloignées, parce qu'on essaye de remonter à l'origine. Eh bien, il vaut mieux pas avoir la lumière de la Lune. La lumière de la Lune, c'est une lumière qui s'ajoute et qui nous gêne pour... Dans l'obscurité. Voilà, on est dans l'obscurité. Et là, c'est intéressant de savoir que justement, c'est l'inverse. C'est la Lune qu'on recherche, cette lumière qui devient précieuse parce que justement, elle nous permet finalement de dire ce que les hommes ont dit. Ce que les hommes veulent dire, comment ils veulent témoigner, comment ils veulent s'adresser aux autres hommes. Donc je trouve ça très très beau. Et cette lumière est quand même extraordinaire parce que c'est une lumière du soleil sans une partie du rayonnement. Vous savez qu'elle est toujours un petit peu bleutée, elle est différente, la lumière de la Lune. Et c'est d'ailleurs pour ça que les lumières que l'on utilise la nuit sont toujours les lumières bleues, parce que l'œil est très sensible la nuit à la lumière bleue et non pas à la lumière rouge ou la lumière blanche, qui est celle que l'on voit en plein jour. Donc à faible obscurité, on regarde ça. Et je pense que il y a un paradoxe formidable, c'est-à-dire que il faut la lumière de la Lune, mais il faut aussi des sites un peu éloignés des lumières du jour, donc des villes. Et là, c'est un endroit magique parce qu'il fait beau, c'est un endroit sauvage, qui n'est pas perturbé, donc c'est un endroit effectivement où on a envie de se recueillir, on a envie d'y voir et d'y entendre des spectacles, des théâtres, Shakespeare, par exemple, l'opéra, etc. Donc c'est un endroit qu'il faut absolument préserver, comme il se trouve qu'il y a de plus en plus d'endroits de ce genre, de plus en plus rares et de plus en plus menacés. Donc moi je trouve que c'est très important. En plus, il y a la créativité, il y a un endroit expérimental où on peut effectivement rechercher à mettre en scène des spectacles qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et je pense que ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faut que cette expérience se continue. D'abord, améliorer les techniques, c'est toujours possible. Il faut toujours améliorer les techniques. Et là, on peut le faire en cet endroit-là. On peut y convoquer donc des architectes, des gens qui sont spécialisés pour tous ces problèmes d'orientation, de suivi de la lumière de la Lune, etc. Mais il y a des endroits au monde où je pense que ce genre de théâtre pourrait être installé. Je pense immédiatement aux lieux où la Lune est particulièrement symbolique, dans les pays du Moyen-Orient. Du Moyen-Orient en particulier, le Golfe Persique ou ailleurs. Et là, je crois vraiment que dans les années qui vont venir, on pourrait vraiment exporter, proposer ce genre de concept tout à fait dans ces lieux-là. J'y crois beaucoup, en tout cas. Très bien, merci Daniel, merci beaucoup. Et puis, eh bien, on verra l'avenir de Gourgoubès et l'avenir de reproduire ces expériences un peu partout dans le monde. Surtout qu'il y a eu quand même des personnalités importantes qui sont venues là, Je me souviens du ministre Hubert Curien qui avait soutenu la Nuit des Étoiles. Il y a eu Edniré, il y a eu Dieu Aldrin, il y a eu des artistes. Enfin, voilà. C'est vraiment un lieu qui a une marque, qui a déjà une mémoire. Bien, espérons qu'on s'y retrouvera bientôt. Merci. Merci.